Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Dans cette série spéciale dédiée à la préparation mentale, aujourd'hui, je suis avec mon ami et expert et préparateur mental, Pierre. Salut Pierre. Salut Bart. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Bah ouais, ça va super bien. Je suis vraiment ravi aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Je te présente rapidement pour les auditeurs et les auditrices qui te connaissent pas encore. Tu es effectivement un ancien athlète de haut niveau, notamment en boxe française. Ensuite, tu as énormément exploré le monde du coaching. Et aujourd'hui, tu as accompagné via ton entreprise, l'Académie de la Haute Performance, plus de 600 athlètes à l'heure à laquelle on se parle. Tu as notamment écrit 2 livres, l'identité gagnante et la préparation mentale gagnante. Ça te fait déjà un beau CV. Okay, merci. Et ta méthode, effectivement, c'est la dépolarisation, mais tu connais aussi énormément d'autres outils, puisque tu as étudié aussi l'hypnose et la sophrologie. Et aujourd'hui, on va parler stress, on va parler gestion du stress, et on va parler notamment des moments qui peuvent être générateurs de stress, notamment avant les compétitions. Ouais. Juste avant ça, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul, qu'on prenne un peu de hauteur. Qu'est-ce que le stress ? Moi, j'y comprends plus rien parce que pendant très longtemps, on m'a dit que le stress était très mauvais. J'ai appris à le gérer et puis, en te rencontrant, je commence à comprendre qu'il y a du bon stress. J'apprends même de plus en plus, des fois en lisant tes livres, que le stress est nécessaire, que ça crée de la performance. Alors, dis-nous tout, Pierre. Explique-nous, C'est quoi le stress ? Encore une fois, le stress, c'est un concept. Tu vois, encore une fois, c'est un concept. Et comme tout, il y a des bénéfices et des inconvénients. Donc, le stress, déjà, si on regarde l'étymologie, c'est strictillard, c'est vraiment un instrument de mesure de pression, on va dire. Okay ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le stress, chez nous, ça va donc mettre en pression le corps. Donc, quand il y a trop de stress, il y a trop de pression et donc le corps ne veut pas complètement s'engager. Et à l'inverse, quand il n'y a pas assez de stress, le corps est trop relâché et donc là, on fait des sous-performances. Et donc, finalement, il y a un stress qui est bon, qui est celui qui est entre la zone de certitude et la zone d'incertitude. C'est-à-dire ça, on l'a tous eu en tant qu'athlète, entre je sais que ça va le faire et en même temps, je ne sais pas si ça va le faire. La petite zone d'inconnu là. Et on est suffisamment du coup dans la bonne pression, on sait que là, on peut tout donner. Donc déjà, cette définition, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est du stress qui peut être perçu comme négatif parce qu'il y a trop de pression et auquel cas je perds mes moyens, ou est-ce que justement c'est le stress qui est nécessaire à la performance ? D'accord, ok. Donc je vois mieux le bon stress, le mauvais stress, ça, qui vient un peu des contraintes extérieures. Ouais, les contraintes extérieures ou celles qu'on se met aussi à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir au maximum un stress qui soit juste qu'on se crée nous-mêmes. Ok. Et du coup, est-ce qu'il est possible de transformer un mauvais stress en un bon stress ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire ? Ouais, surtout le stress qui est trop élevé, trop fort, il correspond souvent à la peur de l'échec, la peur de décevoir. Il est souvent lié à une peur. Et du coup, vu qu'il y a une peur d'échouer, par exemple, la peur d'échouer, ça va être que ce qui va arriver aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc là, on se dit mais si je loupe, c'est la fin du monde. Et forcément, du coup, on se met dans une illusion de gain et de perte. Donc, si je loupe, c'est la catastrophe. Et si je gagne, ça va être top. Et donc là, à ce moment, le système nerveux, il panique. Et puis, on n'arrive pas à faire les choses que l'on sait faire. Donc là, à ce moment, nous, la technique qu'on a à l'Académie de l'Haute Performance, elle est vraiment toute simple. C'est simplement se dire, la peur qui arrive, est-ce que je peux l'éviter ? Oui ou non ? Oui, je ne fais pas la compétition. Ou non, je décide de faire la compétition et j'y vais. Et auquel cas, au pire du pire du pire du pire, oui, en effet, c'est possible que je me loupe. Et ça, c'est un fait. On peut avoir une contre-performance. Et là, donc, c'est anticiper. C'est se dire, OK, au pire du pire du pire du pire, si je loupe, qu'est-ce qui se passe factuellement ? Là, ça se trouve, si je joue la compétition, je suis juste disqualifié du tournoi. Et aller voir, du coup, si il arrive ceci, quels vont être les bénéfices à long terme qui se passent ça ? Par exemple, dernièrement, avec une athlète là, sur des... Dans l'équipe, on en parlait, c'était une athlète qui faisait des championnats de ligue avant le championnat de France et c'était juste quelques jours avant ce tournage, là, c'est pour ça c'est vraiment récent. Et là, la fille, pareil, elle fait mais si je loupe les ligues, c'est horrible, j'ai pas au championnat de France. Et donc là, pire du pire du pire du pire, tu loupes les ligues. Et quels seraient tous les bénéfices pour toi à long terme si tu loupes ? Et finalement, elle a vu que à ce moment-là, si elle loupait
les ligues, tant pis, elle aurait, ou tant mieux, elle aurait plus de temps pour développer son activité professionnelle qui était nécessaire pour elle aujourd'hui. Donc, elle a vu ça et la pression, elle s'est relâchée directement. J'avais l'exemple aussi avec un étudiant. Pareil, un étudiant qui avait peur de louper ses examens au barreau pour être avocat. Et pareil, on a fait la même chose. Okay, au pire du pire, tu loupes ton examen et quels seraient les bénéfices pour toi de louper ton examen? Et finalement, en creusant, elle a vu qu'il y avait plein de bénéfices, qu'elle pourrait prendre une autre voie qui lui correspondrait mieux. Et là, le mauvais stress est naturellement tombé. Donc, on sort l'être humain de l'illusion du gain et de la perte pour juste être encore une fois, sur qui on est en train de devenir, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même. Ok. Et hyper intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que une des meilleures façons d'oublier son stress, ou en tout cas d'en faire une énergie positive, c'est tout simplement de décorréler le résultat de son importance et de l'attachement émotionnel qu'on lui met, et souvent de prendre le prisme inverse. Si le résultat n'arrive pas, quelle est la pire situation possible? Quelle est la pire situation possible? Et une fois qu'on a la pire situation possible, c'est aller voir les bénéfices. Justement pour que le pire devienne plus le pire, quoi. Ok. Alors j'ai une petite question. Je vais peut-être un peu te titiller, mais je suis curieux. Tu vois, imaginons dans une situation de stress extrême entre la vie et la mort, tu vois. Là, je pense à un film 127 heures, je ne sais pas si tu l'as vu. Tu sais, ce fameux type qui tombe dans une crevasse dans les montagnes du Yosemite et son bras tombe bloqué entre deux... Il tombe de plusieurs dizaines de mètres et son bras se bloque entre lui et un rocher. Et le film est absolument horrible, je ne le recommande pas. Il se coupe le bras avec un couteau suisse, tu vois, pas du tout aiguisé. Et ça dure 127 heures. Cette personne-là, elle est dans une situation de stress extrême, mais elle ne se paralyse pas. Elle continue dans son action, elle continue, elle va dans la survie. Et on voit qu'il y a certaines personnalités quand même qui... Plus l'enjeu est grand, tu vois, et plus la pression est forte, et plus des fois même l'enjeu vital peut être engagé, plus ils arrivent aussi à se transcender. Tu vois, est-ce que, je sais pas, déjà comment est-ce que toi tu l'expliques avec ton avis? Et d'ailleurs, c'est peut-être, il y a peut-être pas forcément de raison. Et est-ce que tu sais s'il existe, je sais pas, des sources scientifiques ou des choses à ce sujet-là? Alors je dirais pas sur le gars qui s'est coupé le bras parce que j'ai pas tous les éléments de contexte et tout. En revanche, ce que je sais aujourd'hui, c'est que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque qui est là. Et plus un être humain est connecté à son système de priorité intrinsèque, plus il est naturellement résilient, plus il est naturellement compétitif et plus naturellement il a envie de faire de son mieux. Et donc si, par exemple, pour un être humain, c'est méga important de gagner une compétition et d'être le meilleur en compétition, lui... plus il va arriver avec des adversaires ou des concurrents qui vont être extrêmement forts, plus lui, il va être au top parce qu'il va être challengé dans son système de valeurs pour se dépasser. Et donc, à chaque fois, on a du coup nos priorités intrinsèques. En tant qu'être humain, pour évoluer et pour devenir encore plus, pour devenir encore meilleur dans notre système de priorité intrinsèque, on est soutenu, donc les choses que l'on perçoit comme bien par l'extérieur, ou challenger les choses que l'on perçoit comme mal par l'extérieur. Et du coup, le challenge amène la croissance. Et donc, un être humain, c'est soit l'enjeu est assez important pour lui et dans ses priorités les plus hautes, et dans ces cas-là, il va se dépasser. Ou alors, si à ce moment-là, il perçoit l'extérieur comme trop challengeant par rapport à ses priorités et que finalement, se dépasser à ce moment-là est moins important que préserver son bien-être, par exemple, alors il va préférer préserver son bien-être. Là, ça permet de digresser sur la notion d'abandon. Pour nous, à l'Académie de l'Haute Performance, l'abandon n'existe pas. L'abandon est encore une fois qu'un concept. Pour nous, si on regarde, il a abandonné, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tu vois, si on a abandon, forcément, on a le contre-concept, l'anti-concept qui est il est déterminé ou rien lâché. Factuellement, quand on voit abandonner, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de priorité. Il a décidé de ralentir à ce moment-là. Donc, c'est simplement, si on regarde factuellement, l'abandon est simplement un changement de priorité. Donc, si quelqu'un, c'est vraiment prioritaire pour lui de gagner, plus l'enjeu va être grand,
plus le stress va lui permettre de se dépasser à ce moment, en tout cas. Ok. Ouais, j'aime beaucoup ce concept de changement de priorité versus abandon. Tu vois, un très bon exemple, ça peut être un coureur d'ultra trail qui va se préparer pendant plus d'1 an pour une très grosse course. Et puis, tu vois, en milieu de course, la douleur est tellement immense parce que peut-être trop d'entraînement, peut-être quelque chose qui va pas bien. Et du coup, il songe à abandonner. Et effectivement, à ce moment-là, est-ce que ta priorité, c'est de terminer une course ou de rentrer en bonne santé et de sauver ton genou, par exemple, tu vois, si c'est un problème. Donc, et j'aime beaucoup cette idée, effectivement, de pouvoir imaginer que c'est juste un changement de priorité. Et factuellement, c'est un changement de priorité. Si on s'arrête juste au fait, c'est ça. C'est abandon, c'est un concept, c'est un jugement. Donc ça, c'est vraiment un peu ma bagarre. C'est chaque concept est une illusion. Et si on regarde vraiment ce qu'est l'abandon, c'est juste un changement de priorité. Et là, ça permet de... Et bizarrement, plus les gens acceptent qu'ils changent de priorité, moins ils abandonnent, puisque tout ce qu'ils répriment, ils ne l'expriment par compulsion. D'accord, ok. Ouais, donc très intéressant. Est-ce que tu vois, il existe des petites techniques un peu sur l'instant présent, on va dire, imaginons je suis stressé là maintenant, tout de suite. Tiens, j'ai les mains moites, on est en tournage, je sais pas, quelque chose qui pourrait m'angoisser ou en tout cas me générer une source d'émotions négatives. Qu'est-ce qu'il est possible un peu en solution de secours? Parce que là, on a un peu étudié effectivement comment, de manière continue, oublier le stress et comment mieux le gérer. Bon, peut-être que j'ai pas assez bien fait tes exercices et là, je me retrouve aujourd'hui, on est à quelques heures d'une compétition où la veille, j'arrive pas à dormir, je tourne dans mon lit et je me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire concrètement à ce moment-là? Du coup, c'est vraiment bien parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est j'ai pu avoir des émotions négatives et tout. Nous, tu vois, ce qu'on enseigne aux athlètes, c'est déjà c'est normal de stresser et c'est normal d'avoir un peu de peur, même naturel au-delà de normal. Pourquoi? Par exemple, pour la prise de parole en public, quand on commence à avoir les mains qui deviennent moites et tout, c'est pour mieux les agiter. Quand on commence à avoir le cœur qui bat un peu plus vite, c'est le trac qui monte, on a le cerveau qui est mieux alimenté, on a la voix qui porte un peu plus. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand tu reconnais les premiers symptômes de stress, gratitude, automatiquement. Merci. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mon corps est en train de se préparer à l'action. Tu vois? Première chose, merci. C'est-à-dire que si là, on ne tournait pas ce podcast, si demain, je n'allais pas en compétition, je n'aurais pas le stress. Puisque le stress est lié au fait que je suis en train de vivre mon rêve. Tu vois, donc, première étape, c'est gratitude. Ça, on l'avait fait avec Sarah, je me rappelle, ce qui est un exemple assez marquant. Sarah Belzer, donc, qui a fait une médaille aux Jeux Olympiques, qui est rentrée, donc qui était remplaçante sur les Jeux Olympiques et qui est rentrée sur la finale. Sa première compétition, c'est la finale des Jeux Olympiques. Et on avait bossé là-dessus en mode... et elle le met bien dans le livre Préparation mentale gagnante, en mode au moment où si le coach il me dit go, je vais stresser, tu vas stresser et merci en fait de stresser, c'est à dire que la compétition est suffisamment importante pour toi pour que ton système nerveux te dise ma cocotte, on y va, tu vois. Et donc c'est un réflexe. Tu t'imagines quand tu apprends ça à l'école, que ton stress, quand le corps, tu as des changements physiologiques, c'est juste ton corps qui se prépare à l'action. Donc ton corps est en train de te dire je t'aide, je suis avec toi, tu vois. C'est un message positif, en fait. Et du coup, juste d'avoir ce réflexe en mode mais merci, tu vois. Merci, je stresse. Et de se dire aussi, c'est naturel d'avoir peur. C'est naturel d'avoir du stress. Et ce n'est pas le stress ou la peur qui est mal, c'est le fait de croire que la peur est mal qui la rend mal. Tu vois? Tout à fait, À partir du moment où tu ne mets pas de jugement dessus, parce que le truc, c'est le gars, il a peur, il se dit c'est pas normal, j'ai peur. Et là, il commence à rentrer dans une boucle où il stresse. Alors que si au moment où il a la peur, il se dit mais c'est cool, merci. C'est top, mon corps est avec moi. Et là, directement, tu es là et tu as juste à te mettre à faire le taf. Et après, du coup, si tu as le temps, c'est aller voir au pire du pire, qu'est-ce qui m'arrive, les bénéfices, etc. Mais le premier réflexe qu'on enseigne aux athlètes, c'est gratitude. Dès que je sens des symptômes de stress, gratitude, merci, je suis là, pourquoi j'ai ce stress et que je suis en train de vivre mon rêve et ma vision. Si je reste sur le banc de touche, forcément, j'ai pas besoin de stresser. Très intéressant et très bon tips. Avant que tu en donnes un deuxième, là je rebondis parce que ça me fait penser à un épisode. Alors peut-être avec une athlète que tu connais pas, mais qui s'appelle Nouria Newman et qui fait du kayak extrême. Et on avait beaucoup parlé justement de peur et de stress et pour complètement illustrer ce que tu viens de dire, elle en fait, elle se sert vraiment du stress et de la peur vraiment comme un instrument pour savoir si
aujourd'hui, elle se sent capable de relever ce défi. Et, parce que tu vois, donc elle fait du kayak extrême donc dans des gorges et elle fait parfois des chutes parfois de plusieurs dizaines de mètres en kayak. Et je crois que c'est la femme qui a le record de la plus grosse chute d'eau descendue en kayak. Et en fait, elle utilise vraiment le stress comme un outil positif pour jauger l'engagement qu'elle va devoir mettre dans ses chutes. Et elle a complètement réussi à assimiler en fait cette notion de danger, de peur et de stress. Parce qu'effectivement, la notion de peur, c'est sa vie est quand même c'est clair. en partie engagée. Ok, pour cette première étape, je peux effectivement ressentir de la gratitude. Toi qui a étudié un peu aussi l'hypnose, la sophrologie, est-ce qu'il y a des choses à faire sur la respiration, j'imagine, qui peuvent être intéressants et qui peuvent avoir presque un effet mécanique sur la gestion du stress? Ouais, clairement. Alors, même si tout ça reste des symptômes et des pansements et ça n'enlève pas la racine, mais en tout cas, on est content d'avoir ces outils-là. Si le stress se présente, enfin, le stress, attention, tout est relatif par rapport à ce qu'on vient de dire. Puis 1 heure avant une compétition, des fois, c'est difficile de retirer les racines. Ouais, c'est clair. Non, mais tout simplement, alors là, nous, c'est pareil, un exercice qu'on donne aux athlètes de l'Académie de haute performance quand ils rentrent dans le programme, c'est pendant 1 mois, on leur apprend la respiration, les jambes à l'équerre, allongées ou respirer par le ventre, tu vois, pour vraiment s'habituer à une respiration ventrale. Et plus on va s'habituer à respirer par le ventre, naturellement, en fait, le stress redescend. Un exercice aussi vraiment facile qui est la cohérence cardiaque. Genre, tu te mets une application avant une compétition où tu sens que tu es un peu stressé, tu mets l'application de cohérence cardiaque et ça te permet déjà d'être présent. Donc voilà, il y a tous ces outils qui sont facilement disponibles. La visualisation, on peut se mettre une musique de méditation avant la compétition et voilà. Ok, écoute, très bien. Peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas bien la cohérence cardiaque, c'est tout simplement le fait d'inspirer sur 6 secondes, d'expirer sur 6 secondes, de le faire de manière régulière. Alors généralement, en plus, on parle de boucles de 3 minutes, 5 minutes, ou 3 minutes, 6 minutes, pour avoir ça de manière régulière. Mais justement, cette respiration va activer le système parasympathique, je crois. Ça va équilibrer là-dessus. Et qui va naturellement en fait faire baisser le rythme cardiaque et naturellement en fait diminuer le taux de stress. Donc c'est presque mécanique en fait, c'est presque une solution miracle. On a beaucoup parlé des effets de l'esprit sur le corps, mais aussi le corps peut avoir un effet sur l'esprit. C'est clair, c'est vrai. Il y a ce triangle à maîtriser entre les pensées, le corps et les émotions en fait. Et chacun peut s'induire, les 3 peuvent s'induire. Ouais. Et ça me fait penser aussi à Johan Koval, que tu connais très bien. Lui me disait qu'il avait pour habitude avant ses courses de s'imaginer dans sa zone refuge. Alors lui qui est français, il est très attaché, très amoureux au Kenya et qu'il a pour habitude, généralement avant une course, de se rêver, s'imaginer avec sa famille tout simplement sur les terres rouges du Kenya. Et là, ils se sont tout de suite plus apaisés. Et effectivement, ça rejoint le travail de visualisation que tu peux faire. Les ancrages, exactement. On va mettre un ancrage avec une bulle ressource qui sont là pour le coup des exercices tirés souvent soit de la sophrologie, soit de l'hypnose. Où justement avec un ancrage on va se créer une bulle ressource avant une compétition ou dans une situation qui peut être perçue stressante. Ok. Pour résumer et conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous rappeler du coup les 3 conseils que tu nous as donnés et peut-être expliquer en quoi la dépolarisation, enfin à quels endroits tu peux utiliser justement la dépolarisation pour gérer des situations stressantes? Pour moi l'idéal du coup la dépolarisation, encore une fois, c'est vu qu'on travaille sur l'identité, on est vraiment sur la racine et du coup la dépolarisation permet d'être de plus en plus, alors nous dans nos termes, centrés et alignés et détachés du résultat pour se concentrer sur l'être humain qu'on est en train de devenir et voir que finalement l'échec ou la victoire ne sont que des conséquences de qui on est. Et en plus de ça, l'échec est simplement un passage d'apprentissage pour grandir. Donc l'échec n'existe pas. Donc rien que là, déjà, ça diminue, les peurs diminuent. Donc là, la dépolarisation intervient ici. Et après, par rapport à ce qu'on a dit ensuite, il y a les exercices de respiration qui peuvent être à maîtriser. Enfin, moi, je conseille vraiment de se mettre, si vous écoutez ce podcast, si vous vous mettez à la respiration abdominale,
allonger les jambes à l'équerre pendant 1 mois jusqu'à automatiser le process, faire 5-10 minutes par jour de grande respiration ventrale. Et ensuite, le dernier point, ce qu'on a vu, on a vu quoi ? On avait dit, donc effectivement, bien se rappeler que l'échec n'est qu'un apprentissage. L'échec est et simplement, l'échec et l'abandon sont simplement des changements de priorité. Ouais. Oui. Et du coup, ça nous permet de. Ça, c'est de la vraie dépolarisation, du coup. Ouais, ça c'est clair. Ouais. De pas s'associer à un résultat. Et puis, la respiration, je crois qu'on est déjà pas mal. Ouais. On a fait beaucoup d'outils. Et ben, écoute, ça sera déjà super bien. Si jamais vous voulez travailler effectivement sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui dans l'épisode, n'hésitez pas à contacter Pierre et l'Académie de la Haute Performance sur leur site, sur Instagram. Vous leur dites que vous venez de la part d'Extraterrien, vous serez chouchoutés, j'en suis sûr. Et puis, si vous avez envie aussi de creuser le sujet de la dépolarisation, je vous recommande encore une fois les livres de Pierre, dont on va vous mettre tous les liens en description de cet épisode. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, dites-le nous en commentaire, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et puis sinon, on vous dit à très bientôt. Salut les extraterriens. Salut Bart.